Ma femme m'a trahi au cinéma pendant que j'allais chercher du pop-corn. J'écris ceci comme je m'en souviens, parce que lorsque j'essaie de le raconter à voix haute j'entends encore le bourdonnement des haut-parleurs du cinéma dans ma tête, et je sens encore l'odeur du beurre sur mes mains. Je m'appelle Étienne Carter, je travaille au service départemental d'incendie et de secours, rien de prestigieux. Surtout des contrôles de sécurité, quelques vraies interventions par mois, juste assez pour se sentir utile. Ma femme s'appelle Claire, sourire lumineux, voix posée. Le genre de personne qui n'oublie jamais un anniversaire mais qui cherche toujours ses clés. Nous étions mariés depuis 6 ans, des années stables, pas parfaites mais solides, et c'est justement pour cela que le premier détail est si difficile à accepter, parce que le soir où tout a basculé n'a pas commencé comme un désastre. Il a commencé comme un rendez-vous que nous repoussions depuis des semaines, un vendredi soir, l'air d'hiver, celui qui transforme les phares des voitures en halo doux. Nous avons roulé jusqu'à un vieux cinéma près de la porte de Paris, celui aux affiches fanées derrière les vitres et au petit coin arcade qui fonctionne à moitié. C'est Claire qui a choisi le film, un nouveau thriller dont tout le monde parlait au bureau. Elle disait qu'elle voulait quelque chose qui l'empêche de s'endormir. Elle a ri en disant ça, comme si elle se moquait d'elle-même parce qu'elle somnolait toujours pendant les passages lents. J'ai acheté les billets à la borne, nous avons choisi des places au milieu, ni trop près ni trop loin. Je me souviens des numéros parce que je les ai fixés plus tard comme s'il s'agissait de coordonnées sur une carte. Rangée H place 11 et 12, nous sommes entrés, les bandes annonces avaient déjà commencé, la salle était à moitié pleine, des couples avec des boissons, quelques adolescents, et un homme plus âgé assis seul près de l'allée. Je l'ai remarqué parce qu'il portait une casquette bleu marine enfoncée sur la tête et qu'il ne regardait pas l'écran, il regardait les gens, comme s'il attendait quelqu'un. Claire est passée devant moi pour s'asseoir, elle a repoussé ses cheveux derrière son oreille, et pendant une seconde je me suis dit que tout allait bien, que nous allions bien, puis son téléphone a vibré, elle l'a consulté trop vite, vraiment trop vite. Elle a retourné l'écran et m'a souri en disant que c'était sa sœur, alors que je n'avais rien demandé, et c'était la première fissure, minuscule et silencieuse, le genre qu'on ignore parce qu'on ne veut pas être celui qui gâche une soirée tranquille avec des questions. Le film a commencé, scène d'ouverture sombre, puis sur l'asphalte, quelqu'un qui court. Claire s'est penchée vers moi pour murmurer qu'elle adorait ce genre d'histoire. J'ai hoché la tête, j'ai essayé de me concentrer, mais toutes les quelques minutes elle bougeait comme si elle n'arrivait pas à se mettre à l'aise, et elle gardait son sac sur ses genoux au lieu de le poser par terre, ce qui ne lui ressemblait pas. 15 minutes plus tard j'ai eu cette envie familière de pop-corn, celle qui arrive toujours une fois les lumières éteintes. Je lui ai demandé si elle voulait quelque chose, elle a dit non, puis elle a changé d'avis et a dit finalement oui, avec supplément de beurre et un soda. Elle l'a dit sur un ton léger, comme une faveur banale, comme si tout était normal. Je me suis levé, j'ai enjambé les genoux et je me suis dirigé vers l'allée. Les lumières bleutées guidaient le sol. L'écran projetait des ombres sur les visages, et en marchant j'ai ressenti cette sensation étrange d'être observé. J'ai jeté un coup d'œil vers l'homme à la casquette bleu marine, il regardait encore autour de lui, pas le film, sa tête a légèrement bougé comme s'il me suivait, puis il a détourné le regard. Je suis arrivé dans le hall et le bruit m'a frappé, les voix, les glaçons qui s'entrechoquent, la musique des bornes d'arcade. Je me suis mis dans la file du comptoir, 2 personnes devant moi, un adolescent en souhaite comptant sa monnaie, un couple se disputant à voix basse pour des bonbons. Le personnel prenait son temps, et je me souviens avoir pensé dépêche-toi, parce que je n'aimais pas être loin de ma place, loin de Claire. Comme si la salle sombre derrière moi était un autre monde capable de se refermer. J'ai enfin commandé un grand pop-corn avec beaucoup de beurre et 2 sodas. J'ai payé, on m'a tendu le plateau, mes mains étaient pleines, le beurre traversait déjà les serviettes. Je me suis retourné pour revenir, et c'est là que je l'ai revu, l'homme à la casquette bleu marine. Il n'était plus dans la salle, il se tenait près du couloir des toilettes, à moitié dans l'ombre, et il observait l'entrée de notre salle. Quand nos regards se sont croisés, il n'a pas détourné les yeux comme l'aurait fait un inconnu, il m'a regardé comme s'il me connaissait, comme s'il connaissait mon nom, puis il a légèrement relevé le menton, un geste infime qui ressemblait à un avertissement. J'ai continué à marcher, le cœur battant lentement et lourdement comme avant une alarme incendie. J'ai poussé la porte pour retourner dans l'obscurité, le son du film m'a englouti. J'ai remonté l'allée en faisant attention à ne rien renverser, et j'ai regardé vers la rangée H, vers les places 11 et 12, et pendant un court instant mon cerveau a refusé de traduire ce que mes yeux voyaient, parce que Claire n'était plus assise comme avant, elle était tournée vers l'intérieur, dos à l'écran, et un homme occupait ma place, la place 11, beaucoup trop près d'elle, son épaule frôlant la sienne, sa main basse entre les accoudoirs là où l'obscurité cache tout, et Claire ne se reculait pas, elle était figée, comme quelqu'un pris en plein choix, et à ce moment précis la silhouette à la casquette est apparue au bord de l'allée, simple ombre, et j'ai compris qu'il m'avait suivi, et qu'il voulait que je voie cela. Je suis resté là, le plateau de pop-corn tremblant, pendant que le film continuait, puis sur l'asphalte, quelqu'un qui court, tandis que toute ma vie se rétrécissait à cette rangée, à ces 2 sièges, et à cette question qui m'a frappé comme de la fumée. Depuis quand cela durait-il, et pourquoi avais-je l'impression d'avoir été guidé ici exprès, et avant même que je puisse faire un pas, Claire a levé les yeux, son regard a croisé le mien, et l'expression sur son visage n'était pas de la culpabilité mais de la peur.
et cela a rendu la situation encore pire. Je n'ai pas foncé dans la rangée, je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé le pop-corn comme dans les films, je me suis figé, parce que mon cerveau essayait de me protéger en transformant la scène en autre chose, comme si je me trompais, comme si l'homme assis à ma place était un employé du cinéma, comme si Claire se penchait simplement pour entendre quelque chose, mais... L'homme s'est retourné, et la lumière de l'écran a éclairé son visage, la trentaine, soigné, regard calme, l'expression de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Il n'a pas sursauté en me voyant, il a soutenu mon regard une demi-seconde, puis il s'est de nouveau tourné vers Claire, et cette demi-seconde m'a suffi pour comprendre que ce n'était pas un accident. La silhouette à la casquette bleu marine a reculé dans l'ombre comme si elle ne voulait être vue que par moi. J'ai forcé mes jambes à avancer, un pas puis un autre, équilibrant le plateau comme si c'était la dernière chose normale qui m'appartenait encore. En m'approchant, j'ai entendu Claire murmurer quelque chose, pas des mots clairs, plutôt un souffle d'avertissement. L'homme s'est penché encore plus près d'elle, les épaules de Claire se sont tendues. Je suis arrivé à notre rangée, les gens ont déplacé leurs genoux sans lever les yeux, le son du film couvrait tout. Je me suis arrêté à côté de la place 11, ma place, et j'ai dit à voix basse: excusez-moi, vous êtes à ma place. L'homme a relevé les yeux lentement, presque poliment, et il a souri comme si nous allions parler de sport. Il a dit: oh désolé, je me suis trompé, puis il s'est levé, il est passé près de moi, assez près pour que la manche de sa veste frôle mon avant-bras, et en passant il s'est penché vers mon oreille et a murmuré une phrase, aussi discrète qu'une allumette qu'on frotte, regarde dans son sac, puis il a descendu la rangée et a disparu dans l'allée. Claire fixait maintenant l'écran droit devant elle, les mains crispées sur la sangle de son sac posée sur ses genoux, la sangle était tordue, ses jointures blanches. J'ai posé le plateau avec précaution sous mon siège, l'odeur du beurre me donnait la nausée, je me suis assis, j'ai essayé de parler mais ma voix ne sortait pas correctement, j'ai fini par demander. Qui était cet homme? Claire a avalé sa salive, elle a dit: je ne sais pas Étienne, je te jure, il s'est juste assis. J'essayais de lui dire de partir, je l'ai regardé, la façon dont elle évitait mes yeux, la façon dont elle clignait trop vite, et j'ai su qu'elle mentait ou qu'elle cachait quelque chose. J'avais envie de me lever et de courir après lui, de l'attraper par le col, mais la silhouette à la casquette avait déjà planté cette idée dans ma tête. Regarde dans son sac, je ne voulais pas être ce mari-là, celui qui fouille, mais mes mains ont bougé quand même, lentement, comme si je prenais du pop-corn, mes doigts ont touché le bord de son sac. Claire s'est raidie immédiatement, elle l'a tiré contre elle et a murmuré: qu'est-ce que tu fais? Et là c'était clair, pas de colère, pas d'incompréhension, encore de la peur, la même que tout à l'heure. J'ai baissé la voix: Claire, qui est-il? Pourquoi a-t-il dit ça? Elle a secoué la tête et murmuré: s'il te plaît, pas ici, les gens vont entendre. J'ai regardé autour de nous, personne ne nous regardait, tous absorbés par l'écran, en sécurité dans leur histoire. Je me suis penché vers elle et j'ai dit: alors dis-le-moi maintenant parce que c'est aussi ma vie. Elle a tremblé légèrement, puis elle a ouvert son sac elle-même, comme si elle choisissait le moindre mal. Elle a sorti son téléphone et a tourné l'écran vers moi. Les messages étaient ouverts, et ma poitrine s'est serrée quand j'ai vu le nom en haut, un nom que je ne connaissais pas, Mason Hale. Les messages étaient courts, directs, écrits dans l'urgence: où es-tu, rangée H, il est parti chercher à manger, maintenant dépêche-toi, 2 minutes maintenant, arrête d'écrire, regarde devant toi, ne panique pas. Puis un message juste avant mon retour: il revient, fait comme si de rien n'était, et en dessous un autre message envoyé après que l'homme se soit levé. Il m'a dit de dire que je ne le connaissais pas. Je fixais l'écran, les mots brûlaient, mais quelque chose clochait. Ce n'étaient pas des messages de flirt, c'étaient des instructions, un plan, et les mains de Claire tremblaient, la chaleur me montait au visage. J'ai demandé: qui est Mason Hale? Elle a murmuré: je travaillais avec lui au service immobilier, et j'ai répondu: et tu as trouvé normal de le voir dans un cinéma? Elle a avalé de nouveau, puis elle a dit une phrase qui a fait basculer la pièce: Étienne, je ne l'ai pas invité, il s'est imposé, et quand j'ai essayé d'arrêter, il a dit qu'il nous détruirait. Je l'ai regardé, colère et incrédulité emmêlées. Nous détruire comment? Elle a hésité puis a murmuré: il a quelque chose sur moi, quelque chose qu'il dit pouvoir utiliser. Ma mâchoire s'est serrée, mon esprit a couru à travers toutes les possibilités, photos, secrets, argent. Je me suis penché et j'ai dit: dis-moi ce qu'il a. Elle a regardé l'écran comme si le film allait lui donner les mots, puis elle a chuchoté: il a un enregistrement, et ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ça, c'est moi qui parle, et s'il le montre aux bonnes personnes, tu perdras ton travail et nous perdrons tout. Je la fixais parce que mon travail repose sur la confiance, les contrôles, la réputation. Une seule rumeur suffit à empoisonner une carrière, et je lui ai demandé: de quoi tu parles? Les yeux de Claire se sont embués, elle a murmuré: le mois dernier je l'ai rencontré pour lui demander de me laisser tranquille, il m'a emmené jusqu'à sa voiture, il a parlé, j'ai répondu, j'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire, sur ton service, sur une inspection, sur ton supérieur, des choses que je ne connaissais que parce que tu te défoulais à la maison. Il a tout enregistré, et maintenant il dit que si je ne fais pas ce qu'il veut, il enverra ça à l'inspection interne, et il dira que c'est toi qui as divulgué des informations, et que c'est toi qui paieras. Ma tête bourdonnait parce que je me souvenais très bien de cette période. Je me souvenais m'être plaint d'un calendrier d'inspection, d'un propriétaire bien connecté, d'un chef adjoint qui voulait que certaines choses restent calmes.
je n'avais jamais pensé que ça pouvait avoir de l'importance, mais dans de mauvaises mains ça pouvait ressembler à de la corruption, et Claire me disait qu'elle était piégée, pas par le désir mais par la peur. Sur l'écran le film passait à une scène plus calme, le son baissait, et nos chuchotements semblaient soudain trop forts. J'ai forcé ma respiration et j'ai demandé pourquoi tu ne m'as rien dit. Elle a murmuré parce que j'avais honte, parce que je pensais pouvoir arranger ça, parce qu'il a promis qu'il arrêterait si je le voyais une fois, et ensuite il a fait ça. En désignant discrètement l'allée où l'homme avait disparu, j'ai regardé de nouveau les messages et un détail m'a frappé, le nom de famille il me disait quelque chose, pas personnellement. Mais sur des dossiers, des rapports, un nom aperçu sur un bureau, un entrepreneur lié aux permis municipaux, un nom que mon responsable m'avait conseillé d'éviter parce qu'il attirait les problèmes. Mon estomac s'est noué, parce que si ce maçon il faisait partie de ce réseau alors ce n'était pas juste un type jaloux, c'était quelque chose de plus vaste, et l'homme à la casquette bleu marine faisait partie de ça lui aussi. Une question s'est imposée, pourquoi organiser une scène comme celle-ci en public? Pourquoi prendre le risque d'être vu, sauf si être vu était justement le but, sauf si la cible n'était pas Claire mais moi? Je me suis penché vers elle et j'ai demandé où est-il maintenant. Claire a secoué la tête et a murmuré je ne sais pas mais il sera dehors, il est toujours dehors, et avant que je puisse répondre son téléphone a vibré de nouveau, un message de Mason et il s'est affiché, ne quittez pas la salle avant que je le dise, et mon sang s'est glacé parce que ce n'était pas une demande mais un ordre, et j'ai compris que nous n'étions pas à un rendez-vous, nous étions au milieu du plan de quelqu'un d'autre, et soudain les sorties me paraissaient très loin, je gardais les yeux sur l'écran mais je ne voyais plus rien, chaque ombre ressemblait à un signal, chaque bruit à un indice. Claire était raide à côté de moi, le téléphone caché bas entre nous, sa respiration courte. J'ai murmuré que nous partions, ce n'était pas une question, elle a secoué la tête presque imperceptiblement. Étienne s'il te plaît si on part maintenant il pensera que je panique, il fera monter la pression. Je détestais ce mot, monter la pression, comme si c'était une négociation professionnelle et non notre mariage qui s'effondrait dans le noir. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait, elle a dit des semaines, pas des rencontres, seulement des messages, de la pression, des rappels. Je lui ai demandé pour l'homme à la casquette, elle a dit l'avoir déjà vu, une fois devant son immeuble de bureau, une autre fois de l'autre côté de la rue près de notre appartement. Elle pensait que c'était un inconnu jusqu'à ce soir, jusqu'à ce qu'il te suive, et ça m'a marqué, parce que ça voulait dire que quelqu'un dans cette histoire ne voulait pas que je reste aveugle. Le film est entré dans une scène bruyante, la musique montait, ce qui nous donnait un peu de couverture. Je me suis penché et j'ai posé la question essentielle, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Claire a hésité puis m'a montré un autre fil de messages, un brouillon qu'elle n'avait pas envoyé. J'essaie arrête de pousser je ne peux pas risquer qu'il voie plus. En dessous Mason avait répondu plus tôt, tu as déjà dépassé la ligne maintenant tu finis, fais-le sortir après le film on doit parler, et ma poitrine s'est serrée parce que le lui c'était moi, et que cette discussion n'était pas optionnelle. J'ai balayé la salle du regard, l'allée, les sorties, les rangées devant, je ne voyais pas Mason mais ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas là, on ne remarque jamais l'homme qui reste immobile. Je me suis souvenu des formations sur la vigilance, sur le fait de ne pas se fixer sur une seule menace. J'ai élargi mon attention, 3 rangs devant une femme se levaient pour partir, 2 sièges derrière un couple chuchotait, rien d'évident, puis j'ai vu quelque chose de minuscule, un point rouge qui s'est brièvement reflété sur le métal du siège devant nous avant de disparaître, peut-être une lumière de caméra, peut-être rien, mais mon pouls a accéléré, je me suis penché vers Claire et j'ai murmuré et ce qu'il a déjà parlé d'enregistrer ce soir. Elle a secoué la tête mais ses yeux se sont agrandis, elle y avait pensé aussi, l'idée que tout cela soit documenté, que le cinéma soit une scène et un piège à la fois, m'a donné la chair de poule. J'ai pris une décision, pas de confronter Mason directement, pas encore. J'ai pris doucement le téléphone de Claire et j'ai écrit moi-même, les mains calmes grâce aux années de rapports d'intervention, on parlera après le générique, endroit public, pas de scène, envoyé. Claire m'a regardé comme si je venais de sauter dans le vide. Elle a murmuré et s'il refuse, j'ai murmuré alors c'est lui qui aura l'air coupable. Les minutes ont rampé, le film approchait de sa fin, les personnages à l'écran se disputaient sur la vérité et le mensonge. Le timing était presque cruel, quand le générique a commencé les lumières se sont légèrement rallumées, la salle a respiré de nouveau, les gens se sont levés, étirés, ont regardé leur téléphone, je me suis levé aussi, me plaçant entre Claire et l'allée, protecteur sans être voyant, son téléphone a vibré, elle m'a montré la réponse, d'accord dehors près des affiches, ne viens avec personne, un calme étrange m'a envahi, celui qui arrive quand la prochaine étape est claire, nous avons suivi le flux lent vers la sortie, et c'est là que j'ai revu l'homme à la casquette bleu marine, appuyé près des bornes d'arcade, les bras croisés, en train de nous observer. Quand nos regards se sont croisés il a hoché très légèrement la tête vers les portes du hall, pas vers le mur des affiches, un avertissement encore, un choix. J'ai serré la main de Claire une seule fois et j'ai murmuré fais-moi confiance, elle a hoché la tête, et cette confiance m'a fait plus mal que la colère. Arrivé dans le hall j'ai volontairement ralenti, faisant semblant de regarder mon téléphone, créant une pause, et c'est là que j'ai vu Mason, debout près des affiches comme s'il possédait l'endroit, posture sûre, regard qui balayait les visages, il a repéré Claire et a souri, puis ses yeux se sont posés sur moi, calculant,
Évaluant, avant qu'il ne s'avance, l'homme à la casquette s'est placé dans son champ de vision, juste une seconde, mais assez pour que je voie l'expression de Mason changer, une irritation furtive, peut-être une inquiétude, alors la casquette n'était pas un simple figurant, je me suis écarté légèrement vers le couloir des toilettes, utilisant la foule comme couverture, et j'ai murmuré à Claire: on ne le voit pas seul. Elle a retenu son souffle mais n'a pas protesté. À mi-chemin, l'homme à la casquette est réapparu, plus proche cette fois, et pour la première fois il a parlé, bas et rapide, comme quelqu'un qui ne veut pas être entendu. Étienne Carter, c'est bien ça? J'ai hoché la tête, surpris qu'il connaisse mon nom. Il a dit: Mason, et il n'en veut pas à ta femme, elle est un levier, c'est toi la cible. Et avant que je puisse poser la moindre question, il a glissé un papier plié dans ma main et a continué vers la sortie, disparaissant dans l'air froid de la nuit. J'ai entrouvert le papier juste assez pour lire une ligne: inspection interne, Dockside, printemps dernier, et mon cœur a chuté, parce que cette inspection était la mienne, et elle était censée être close. Claire a vu mon visage et a murmuré: qu'est-ce que c'est? J'ai replié le papier et j'ai répondu doucement: ça veut dire que ça n'a pas commencé avec toi, et que ça ne finira pas ce soir. Derrière nous, la voix de Mason a appelé le prénom de Claire, plus forte, agacée, attirant l'attention. J'ai compris que le prochain geste déciderait si tout restait une menace feutrée ou devenait public. Je me suis tourné vers lui sous la lumière crue du hall. Mason s'est approché, son sourire était tendu maintenant, ses yeux durs. Il a jeté un coup d'œil derrière moi comme s'il cherchait la casquette, puis il a dit: Étienne, content que tu te joignes enfin à nous, comme si nous étions en retard à un rendez-vous. Claire est restée un demi-pas derrière moi, sa main agrippée à ma veste. Mason l'a regardée et a lancé: tu ne lui as pas tout dit, j'espère. Je l'ai coupée avant qu'elle parle. J'ai dit: tu t'es imposé dans notre soirée et dans notre couple, alors parle ou disparaît. Mason a soupiré, agacé mais pas surpris. Il s'est penché et a baissé la voix: ça n'a rien à voir avec des sentiments, ta femme est un moyen. Je sentais Claire se crisper. Mason a continué: au printemps tu as validé une inspection à Dockside, rapide, propre, quelqu'un au-dessus de toi en avait besoin. Plus tard il y a eu des plaintes, rien de solide mais assez pour ouvrir des questions. J'ai répondu que c'était revu et fermé. Il a souri finement: fermé ne veut pas dire enterré, ça veut dire en attente. Et à cet instant j'ai compris ce qu'il voulait vraiment, pas de l'argent, pas du silence, mais du contrôle. Il a poursuivi en disant qu'un rapport allait remonter la chaîne, des regards internes. Et si ça tombait mal, mon nom serait attaché. Ta femme en a parlé une fois, presque sans y penser, assez pour suggérer une connaissance. J'ai enregistré pour me protéger. Maintenant j'ai besoin que tu coopères quand on te le demandera, que tu signes quand on te le dira, que tu facilites les choses. Je lui ai demandé: et si je refuse? Mason a haussé les épaules: alors ta femme devient l'histoire, et toi aussi. Les gens écoutent quand tout s'écroule publiquement. La colère montait en moi mais j'ai gardé une voix plate: tu as monté toute cette scène au cinéma pour me faire peur. Il a hoché la tête: la peur concentre les gens. Je lui ai alors posé la question: qui comptait? Qui est l'homme à la casquette? La mâchoire de Mason s'est tendue: quelqu'un qui ne devrait pas se mêler de ça, ce qui suffisait comme réponse. J'ai regardé Claire et j'ai dit: on s'en va. Mason a laissé échapper un petit rire: tu crois que c'est fini? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu: non. Mais cette discussion l'est. Nous sommes passés devant lui vers la sortie, et pour la première fois il ne nous a pas arrêtés. Dehors l'air froid nous a frappés. Claire a murmuré: et maintenant? J'ai déplié le papier et j'ai dit: maintenant on va découvrir qui tire vraiment les ficelles, parce que Mason et il n'est pas la fin de cette histoire, il n'en est que le messager. Nous sommes rentrés en voiture dans un silence lourd. Claire regardait par la fenêtre, les mains serrées. Je fixais la route, rejouant chaque mot de Mason, chaque regard de l'homme à la casquette. En arrivant à la maison je n'ai pas allumé la lumière tout de suite, réflexe de fin de garde. J'ai verrouillé la porte, vérifié les fenêtres, puis je me suis assis à la table de la cuisine. Claire s'est assise en face de moi, plus petite, plus fragile. Je lui ai demandé de tout me raconter depuis le début, sans rien sauter. Elle a acquiescé et a commencé. Mason l'avait contacté après qu'elle ait publié une photo d'un événement professionnel. Il connaissait des détails de notre vie qu'il n'aurait jamais dû connaître. Mon planning, ta caserne, même notre chien. Au début il avait fait ça passer pour quelque chose de banal, puis il avait parlé de Dockside, posé des questions. Elle avait répondu trop librement, pensant que ce n'était rien. Quand elle avait compris que ça ne l'était pas, c'était déjà enregistré. J'ai serré la mâchoire, pas contre elle mais contre moi-même. Pour la facilité avec laquelle nos vies avaient été cartographiées, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et je me suis connecté à un ancien compte mail professionnel que je ne consultais presque plus. Des fiches oubliées sont apparues: rappel, notification, un message a attiré mon attention, une mise à jour de calendrier datant de plusieurs mois, suivi Dockside, annulé, envoyé par un supérieur depuis muté. Annulé ne voulait pas dire clos, juste repoussé, et j'ai commencé à voir le piège se dessiner. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu, un seul message: ne fais pas encore confiance à Mason, ne fais pas confiance à ta hiérarchie, vérifie les avenants de permis d'avril. Je n'ai pas eu besoin de demander qui écrivait, l'homme à la casquette était plus proche que je ne le pensais. Je me suis levé et je suis allé jusqu'au classeur du couloir. J'ai sorti le dossier Dockside que j'avais conservé par instinct.
À l'intérieur il y avait une copie d'un avenant daté de plusieurs semaines après mon inspection, un changement que je n'avais jamais vu, signé numériquement, pas par moi, mais avec mes identifiants, l'estomac noué. Claire a chuchoté qu'est-ce que c'est, je l'ai regardé et j'ai répondu calmement qu'ils avaient déjà utilisé mon nom, et que le choix n'avait jamais été de coopérer ou non, mais de s'en rendre compte à temps. Comme je parlais, un autre message est arrivé, dernier pour ce soir, Mason est géré, mais la revue est réelle, tu as 48 heures avant que ça devienne officiel, choisis bien à qui tu fais confiance, puis le numéro est devenu muet, j'ai refermé l'ordinateur, je suis resté debout dans la cuisine à peine éclairée, comprenant que le cinéma n'avait pas été le début mais l'avertissement, la scène juste avant l'accélération. Cette nuit-là je n'ai pas dormi, chaque fois que je fermais les yeux je revoyais la rangée H, l'angle des épaules de Claire, l'assurance sur le visage de Mason. Au matin la maison semblait différente, comme si elle savait que quelque chose approchait. J'ai appelé malade pour la première fois depuis des années, pas pour me cacher mais pour gagner du temps. Claire est restée aussi, silencieuse, présente, me laissant réfléchir. J'ai commencé par les permis d'avril, j'ai croisé les dates, les signatures, les journaux d'accès. Quelqu'un s'était connecté avec mon identité à des heures étranges, pas depuis ma caserne, mais depuis un terminal distant réservé aux supérieurs, ce qui réduisait la liste. J'ai tout imprimé. Quand la vérité est fragile chaque minute compte. Vers midi mon téléphone a vibré encore, le même numéro, n'appelle pas encore l'inspection interne, il te faut des preuves pas des soupçons, retrouve-moi ce soir, endroit public, à toi de choisir. Mon instinct criait au danger, mais le compte à rebours avait déjà commencé. J'ai répondu avec un lieu, un dîner ouvert tard près de l'autoroute, assez fréquenté pour rester en sécurité, assez sombre pour parler. J'ai prévenu Claire de l'endroit où j'allais, elle a essayé de cacher sa peur, je lui ai promis que je n'avancerais plus à l'aveugle. Ce soir-là je suis arrivé en avance, je me suis assis de façon à voir la porte et les fenêtres, j'ai commandé un café que je n'ai pas bu. Quand l'homme est entré il n'avait plus de casquette, veste simple, plus âgé de près, le regard fatigué, il s'est assis en face de moi sans demander, il a dit tu as compris qu'ils avaient déjà utilisé ton nom, j'ai acquiescé. Il a dit bien, ça veut dire que tu es encore en avance, je lui ai demandé qui il était, il a répondu quelqu'un qui a nettoyé après que Dockside a mal tourné, quelqu'un qui n'a pas aimé la façon dont ça a été étouffé. Mason pensait manier le levier, mais il n'était qu'un appât, la vraie pression vient d'au-dessus. Je lui ai demandé pourquoi m'aider, il a répondu parce que tu as vu, et parce que tu n'as pas fui. Il a fait glisser un dossier vers moi, à l'intérieur des courriels internes montrant que l'avenant avait été ordonné, pas falsifié, mes identifiants avaient été clonés pour garder les mains propres. J'ai dit que ça me blanchissait, il a secoué la tête, ça t'offre un choix, exposer et brûler des ponts, ou te taire et survivre. Je l'ai regardé puis j'ai dit il y a une troisième option, il a levé un sourcil, j'ai dit on contrôle le timing, il a esquissé un sourire, comme s'il attendait cette réponse. En quittant le dîner le dossier sous le bras je savais que les prochaines 24 heures décideraient si mon nom restait intact ou devenait un avertissement pour les autres.